Et là, monsieur, nous voici de retour sur ce plateau. Monsieur Johnson, vous voudriez que ce soit les collaborateurs eux-mêmes qui acceptent d'être coachés pour donner de meilleurs résultats dans l'entreprise d'une autre personne? Oui, nous disions que les deux postures sont possibles. Nous étions en train de développer l'aspect du collaborateur. Parce que nous sommes convaincus que les gens ont le désir d'être plus heureux dans toute entreprise qu'on intègre. Les gens ont le désir de faire plus en fait. Parce que quand un collaborateur produit plus de résultats et qu'on lui dit « waouh », cette personne se sent réconfortée, confortée à vouloir mieux faire. Parce que c'est ça en fait ce qui donne de la motivation entre une personne. Mais la personne peut parfois bien vouloir faire plus. Mais le contexte l'étouffe ou bien l'émotionnel dans l'environnement structure mal son comportement, sa réaction. Et le coaching vient aider cette personne à faire les réajustements qu'il faut pour ne pas être victime, entre guillemets, de l'environnement, de ce qui se passe. Tout comme on le disait tout à l'heure, lorsque cette personne est une nouvelle recrue, elle peut se laisser contaminer par les dires et les comportements du coin et finit par se conformer à cela, alors qu'elle avait un haut désir ou bien un fort désir de bien faire et de se faire admirer ou remarquer par le management. Et que ça ne peut pas arriver qu'on ne soit pas du tout contaminé par l'environnement dans lequel on est, justement, sans passer par le coaching forcément. Si la personne a cet état d'esprit, ça veut dire qu'elle a fait un travail personnel sur elle-même. Ce n'est pas du hasard. Réussir dans la vie n'est pas l'œuvre du hasard. Se structurer pour être fort mentalement n'est pas l'œuvre du hasard. C'est un travail qu'on met sur pied. Voilà. Donc la personne peut effectivement décider que moi, malgré tout ce qui se dit dans l'entreprise, malgré tout ce qui se passe dans l'entreprise, je décide de poursuivre mon rêve. Je décide et je sais où je vais. Et à partir de ce moment, je me concentre là-dessus. C'est pourquoi, sans avoir structuré cet objectif-là, cette vision, cette conclusion, comme on l'avait dit, ce titre que vous voulez mériter dans l'entreprise, sans avoir structuré cela et avoir mis en place un plan systématique, vous risquez d'être distrait entre-temps. Et de passer à côté. De passer à côté. Parce que l'image qui symbolise bien la chose, c'est quoi? Lorsque vous êtes dans une forêt et que vous avez les yeux bandés, vous pouvez bien vouloir avancer. Mais vous pouvez tomber sur une termitière tout à l'heure. Vous pouvez tomber dans une fourmilière aussi tout à l'heure. Vous pouvez tomber dans un trou tout à l'heure. Mais lorsque vous êtes dans une forêt et que vous montez, par exemple, sur l'arbre le plus haut, vous avez une vision d'ensemble, justement, de cette forêt-là. Et vous savez la montagne où vous voulez arriver, ou bien la rivière où vous voulez arriver, vous savez où elle se trouve. Et quand vous redescendez, vous savez où vous devez aller. Je ne sais pas si l'image est... Voilà. Toujours les yeux bandés? Non, justement. Parce que celui qui arrive dans une entreprise sans s'être fixé ses objectifs personnels et professionnels et sans avoir défini son projet professionnel dans l'entreprise est comme celui qui a les yeux bandés. Et la plupart du temps, c'est ça. Les collaborateurs, fort malheureusement, rentrent dans une entreprise pour le salaire. Parce qu'on se dit, quand on a fini de se faire former, la logique c'est de trouver un emploi. Mais vous voulez trouver l'emploi pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qui vous voulez devenir en réalité? Qu'est-ce que vous voulez apporter comme solution à l'entreprise? Quel impact vous voulez laisser dans l'entreprise? Parce que le collaborateur se dit qu'il apporte déjà la solution, mais qu'il n'a pas son salaire. On remarque parfois aussi que l'innovation est imposée du sommet vers la base. Voilà. Est-ce qu'elle peut être acceptée par tous? Justement, ça permet de toucher le deuxième aspect de la question du coaching. C'est les leaders peuvent impulser ce désir de faire coacher le personnel, de sorte que justement les gens se libèrent des conflits intérieurs, se libèrent des conflits interpersonnels et prennent de la hauteur et deviennent ultra performants. Lorsque vous êtes un leader qui avait suffisamment de l'influence positive sur les gens ont envie d'être dans votre aventure, les gens ont envie d'être là après 21h pour vous, les gens ont envie de décrocher votre téléphone un dimanche, les gens ont envie d'être en ville et de voir une pancarte et de se dire mais ça, cette information, ce serait intéressant de l'amener à ce qu'on puisse faire. Les gens ont envie de se dépasser pour vous. Donc l'innovation ne sera pas perçue comme une exigence de plus de travail. Les gens vont se poser la question plutôt de savoir, le leader, quand il impulse ça, quelle est la nouvelle
le nouvel horizon où il veut nous amener. Qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau là-dedans? Qui je vais devenir avec cette nouvelle aventure? Comment est-ce que ça me permet de me challenger moi-même? Et ça devient une source de motivation. Alors que lorsque l'innovation arrive dans un contexte où les gens... De façon presque autoritaire. Presque autoritaire, et sans communication, et sans qu'il y ait au préalable, c'est très important, au préalable, cette confiance relationnelle que le leader a établie avec les gens, l'innovation va être perçue comme quelque chose ou bien une chose de plus, qui va nous demander plus d'efforts. Imaginez quand, par exemple, un exemple tout basique, une pharmacie. Nous travaillons avec plusieurs types d'entreprises. Je prends l'exemple d'une pharmacie. Ça peut être n'importe quelle pharmacie. Et il y a des logiciels de gestion de la caisse, ainsi de suite. Et déjà, vous savez que dans les pharmacies, il y a beaucoup qui arrivent qui n'ont pas forcément un niveau très très élevé, à part l'assistant et voilà. Je ne fais pas de publicité, j'espère. Donc, lorsque, par exemple, le personnel est appelé à se mettre au niveau des logiciels de gestion, on l'accepte parce que c'est une nécessité. Quand on est nouveau, ou bien quand ça arrive, on dit, mais c'est ce qu'il faut faire. Vous allez remarquer que lorsqu'on s'est établi dans des habitudes, on rentre dans une complaisance. Et quand le manager dit, voilà, il y a de nouvelles machines, le fait d'aller vers cette innovation, cette nouvelle connaissance, pour certains, c'est trop demandé. Lorsque le manager vient dire, mais on va désormais structurer les réunions de telle façon, on va changer tout, les gens ont le sentiment qu'elle nous demande, mais qu'ils nous demandent quelque chose de plus. Alors, donc le changement dans l'organisation ne peut pas être le résultat d'un décret. Non, si vous pensez que le changement ou bien l'innovation doit être quelque chose comme un décret, vous risquez d'être seul à pousser votre pirogue à la mer ou bien à la rivière. Or, le leader, le management du 21e siècle dans les entreprises 2.0, le management se base sur du leadership qui dit que lorsque vous voulez aller vite là, vous pouvez aller seul. Mais lorsque vous voulez aller très loin, vous devez aller avec les gens. Or, pour aller avec les gens, il faut faire ce que nous appelons créditer son compte. Ça veut dire? Ça veut dire quoi? Un compte bancaire, c'est quoi? Vous mettez de l'argent là-dessus, vous créditez. Chaque jour, vous venez retirer, vous débitez. Mais si le manager ou le leader, chaque fois, passe du temps à critiquer, à ne pas aider les gens à développer leur potentiel, et que le leader, ayant fait un parcours lui-même, n'aide pas les gens à se rendre compte que, mais tu sais, tu peux être plus que ça. Mais c'est ton attitude, c'est ton état mental, c'est ceci, c'est ta manière de percevoir les situations qui font que tu te laisses emprisonner par les situations et que tu te laisses étouffer. Si le leader n'arrive pas à faire ce travail qualitatif sur les gens, non pas techniquement, mais sur le plan mental et comportemental, donc de l'attitude, si le leader n'arrive pas à faire ça, il ne prépare pas le terreau pour que son innovation, ce qu'il va dire, puisse passer. Je vous donne un autre exemple. Une icône dans le domaine du leadership, John Maxwell. Il a eu une belle expérience sur cette question-là. Il était formé pour être un grand pasteur. Après, il est rentré essentiellement dans du leadership. C'est parce qu'il a été justement envoyé dans une ville où il devait tenir la chair et faire beaucoup d'innovations, de changements justement. Quand il est arrivé, grand pasteur, formé avec tout le diplôme, tout ça, il a commencé à prendre des décisions. Mais là, on remarquait que les gens ne suivaient pas. Il dit, on va faire ceci, tout le monde dit, oui, pasteur. Mais le jour là, les gens n'arrivent pas. Ou les gens arrivent à compte-gouttes, ou les gens arrivent en retard, ou les gens font ce qu'ils peuvent faire et puis ils se rendent compte que ça n'avance pas. Finalement, il a pris du recul, il est reparti voir son mentor. Son mentor lui a dit, mais attends, quand tu es arrivé, est-ce que tu t'es informé pour savoir la personne de référence, celui que tout le monde écoute dans cette communauté-là? Ah, il s'est réveillé. Il est reparti, il a observé, il s'est rendu compte qu'effectivement, il y a quelqu'un, non pas qu'il ait le meilleur niveau de formation, qu'il ait le diplôme, qu'il ait la ressource, tout ça, mais c'est un influenceur.
Et il a pris langue avec cette personne. Ils ont échangé. Donc, il a pu faire passer son innovation. Rapidement. Donc le coaching permet aussi de bien gérer les ressources humaines d'une entreprise. Mais comment faire pour soutenir de manière efficace le développement professionnel des gestionnaires et des dirigeants d'entreprise? Donc comment est-ce qu'il faut outiller les managers en leadership pour produire du résultat avec les autres? Justement, c'est un peu ça l'illustration que nous sommes en train de faire. Le management aujourd'hui n'est plus forcément directif. Il ne s'agit pas, le leader n'est pas celui qui connaît tout. Ou qui impose tout. Qui impose tout. C'est quelqu'un qui arrive à faire 70% à 80% du travail sur l'état d'esprit, l'attitude des gens, de sorte que les gens eux-mêmes déploient leur potentiel pour faire le reste. Parce qu'avant, on pensait que non, que depuis mon fauteuil de directeur, depuis ma stature d'entrepreneur, comme c'est moi qui ai impulsé, quand quelqu'un vient, il fait ce que je dis. Certes, la personne peut faire ce que vous lui dites de faire. Mais est-ce que vous voulez que la personne fasse 200% pour vous? C'est à vous de choisir. Si vous voulez que la personne fasse 200% pour vous, là, vous avez quelque chose de plus que l'autorité à utiliser. Là, c'est l'influence que vous utilisez. L'influence, c'est quoi? Un exemple tout simple. Il nous arrive, nous tous, dans nos familles. Vous avez votre enfant. Sur certaines questions, vous lui dites de ne pas faire ceci. L'enfant, surtout à l'adolescence, vous retorque parfois, ainsi de suite. Il est têtu. Il est têtu. Il dit, mais je ne comprends pas. Mais vous avez une sœur ou un frère qui est donc l'oncle ou la tante de l'enfant. Quand lui, l'oncle là arrive, il dit quelque chose, il dit à l'enfant, votre enfant écoute automatiquement. Je ne sais pas si vous vivez ça. Donc le directeur doit jouer un rôle parental dans l'entreprise. C'est un schéma, c'est une caricature, un exemple pour montrer que ce n'est pas celui qui a le soi-disant titre qui a forcément l'influence. Le fait d'être papa ne vous donne pas de l'influence sur votre enfant. C'est le relationnel que vous construisez avec cet enfant qui vous donne de l'influence sur cet enfant. C'est le relationnel qu'on construit avec le collaborateur qui crée justement l'influence qu'on a sur ce collaborateur-là. Lorsque le collaborateur est dans votre équipe, dans votre département, et que vous prenez cette personne en compte, c'est-à-dire que parfois, vous créez des moments de vérité, c'est-à-dire vous causez, vous discutez avec ce collaborateur ou cette collaboratrice, pour dire, mais au fait, tes vrais objectifs dans la vie, c'est quoi? Je veux, là on a laissé le travail, je veux qu'on discute, qu'on échange, je veux te connaître. Et que vous arrivez à réellement connaître cette personne. Ça fait que vous lisez autrement son comportement dans l'entreprise. Ça fait qu'elle se livre à vous. Ça fait que vous avez créé un pont entre vous et elle. Ça fait que lorsque vous dites quelque chose, cette personne peut devenir celle qui défend votre cause devant les autres. Mais si le directeur est toujours dans son bureau, dans son fauteuil, si le manager est toujours haut placé, haut perché dans son autorité et qui ne descend pas auprès des gens pour pouvoir être en contact et savoir ce qui se passe dans leur vie, l'influence ne pourra pas passer. Certes, je vous l'accorde, les leaders, les managers diront, mais ce que vous dites c'est bien beau, mais c'est pas faisable. C'est pas faisable ou bien c'est dangereux. C'est ce que nous entendons et c'est sur ce point que nous faisons du coaching justement. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes proche des gens, de vos collaborateurs, il peut arriver qu'il vous manque de respect. Ou que vous avez l'impression que ils confondent les torchons et les serviettes. Et justement, c'est le travail du leader. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un gros travail, comme vous l'avez si bien remarqué, il y a un gros travail que les managers ont à faire en termes de relever le niveau de travail sur eux-mêmes d'abord et ensuite connaître le chemin de la transformation pour aider d'autres qui sont leurs filleuls ou leurs collaborateurs à faire ce chemin-là. Ne pas toujours exiger plus des collaborateurs que de le faire sur eux-mêmes. Et faire le travail sur soi d'abord et ensuite montrer à la personne quand j'exige de toi, ce n'est pas c'est dans ton bien. C'est dans ton bien. Mais je ne peux pas passer ce message-là si je n'ai pas créé un pont. Je ne peux pas dire, mais quand je vous demande de faire plus, c'est dans votre intérêt. Certes, les gens vont dire, mais il le dit. Qu'est-ce qu'il le prouve? Justement, imaginez, vous voyez un peu. C'est une illustration rapide là, et c'est une entreprise dans laquelle il s'est passé que à la fête, par exemple de fin d'année, et avec les partenaires qui sont arrivés, un des collaborateurs fait une gaffe. Il a trop bu, il a commencé à mettre les pieds dans les plats, il a fait beaucoup de bêtises. Et il était suffisamment ivre. Et les partenaires de l'entreprise ont vu ça.
le manager, le directeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'on prenne cette personne, qu'on la mette dans son propre véhicule. Et lui-même, il a conduit cette personne à la maison. C'est la réaction du manager qui change tout dans l'entreprise. Voilà. Le coaching, oui. Quelle est sa part avec la représentation professionnelle dans l'entreprise, avec les syndicats? Voilà, justement. Comme s'il y avait une sorte de conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt, justement, entre le coaching et la perception du travail à faire sur la représentation syndicale ou bien les collaborateurs. C'est vrai que ça peut donner l'impression que les syndicalistes ou le mouvement syndical va se dire, mais attends, ce qu'ils disent là, ce que les coachs disent là, ils font la part belle aux entreprises. Ils prennent notre place. Ou bien ils font la part belle aux entreprises, c'est-à-dire qu'ils disent, mais il ne faut pas demander plus aux entreprises, il ne faut pas demander aux entreprises de mettre les collaborateurs dans de bonnes conditions de travail, ainsi de suite, et qu'il ne faut pas se concentrer sur le salaire. C'est pas ce que nous disons. Au contraire, le mouvement syndical, bien les représentants syndicaux ont intérêt à ce que le coaching fasse partie de leur stratégie de lutte. Pourquoi? Parce que lorsque les collaborateurs ont suffisamment clarifié le pourquoi de leur propre vie et qu'ils savent où ils veulent aller dans leur vie et qu'ils structurent cela et qu'ils deviennent ultra exigeants envers eux-mêmes et qu'ils deviennent ultra performants malgré les niveaux de conditions de travail qu'il y a, à partir de ce moment, les employeurs ont de quoi se poser la question de savoir, mais si je laisse ces gars-là partir, qu'est-ce que mon entreprise va devenir? Est-ce que je suis sûr d'avoir de meilleures personnes à leur place? C'est pas évident. Ce que nous disons, c'est que lorsque vous êtes ultra performant, vous méritez soit d'être promu ou soit d'être débauché. Et c'est ce genre de discours que les syndicalistes ou bien le syndicat doit passer, les représentants syndicaux doivent passer justement aux collaborateurs, à leurs membres. De sorte que ça devienne la meilleure force de pression sur les entreprises, sur les employeurs. L'abus du coaching n'est pas nuisible? L'abus du coaching, il n'y a même pas suffisamment de pratiques de coaching pour parler d'abus du coaching. Parce que est-ce qu'on peut être coaché tout au long de sa vie? Le coaching a pour objectif de créer un projet d'amélioration de notre vie et d'autonomisation de la personne qui se fait coacher. Donc du coup, très rapidement, nous passons du coaching à l'auto-coaching. C'est ça l'objectif. Pour que la personne prenne le contrôle des leviers internes de sa personne qui font qu'elle produit le résultat qu'elle a dans sa vie, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc du coup, lorsque vous faites un travail de coaching avec quelqu'un, cette personne retrouve le contrôle sur sa propre vie et maintenant devient autonome. C'est ça la Pour finir rapidement, est-ce que le coaching est le seul outil pour améliorer les performances individuelles ou d'équipe? Le coaching est l'outil aujourd'hui le plus efficace pour le faire. Merci beaucoup Augustin Johnson d'être passé sur ce plateau. Vous êtes coach formateur. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À bientôt sur votre chaîne.